Bienvenue chers apprenants, j'espère que vous avez passé un joli week-end. Vous avez eu le temps de mettre au propre vos notes, de les lire, de les relire, mais aussi de déguster ou bien de dévorer votre livre de la semaine parce qu'il faut le préciser. Peut-être en semaine, il faut déguster et ensuite le week-end, essayer de dévorer le livre afin de le finir et peut-être de partager avec nous dans la salle des professeurs de la télévision Futurs Médias. Je sais qu'encore aujourd'hui, vous êtes au rendez-vous, très attentifs et prêts aussi à partager ce délicieux plateau spécial de la télévision Futurs Médias qui est la salle des profs. Vous êtes au rendez-vous, docteur, comme toujours. Nous avons bouclé une semaine, nous allons démarrer une deuxième semaine et toujours avec la même passion, le même engouement et du côté des enfants et du côté des enseignants et ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir, bonjour ou bonsoir, c'est selon. Bonjour à ceux qui sont avec nous et à ceux qui nous regardent. C'est toujours un plaisir d'avoir cette réaction trépidante des élèves, des parents d'élèves, des collègues du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes très satisfaits. Mais ce qui me plaît le plus, c'est que nous sommes dans une salle des professeurs, pour échanger sur nos cours et les élèves ont un regard sur ce que nous faisons. Donc je précise toujours que nous sommes dans le cadre de ce que l'UNESCO appelle l'enseignement à distance en période de crise, qui n'est pas un enseignement classique dans une situation d'apprentissage de classe, mais un enseignement spécifique demandant un code spécifique et c'est pourquoi les cours sont raccourcis à 15 minutes. C'est un exercice donné à chaque professeur. En 15 minutes, que savez-vous faire? Je voudrais remercier l'ensemble des professeurs qui nous appellent pour des critiques positives et négatives, mais surtout pour les critiques négatives qui nous permettent d'avancer. Rassurez-vous, nous prenons toutes les précautions pour que l'éthique et la déontologie de l'éducation soient respectées, étant nous-mêmes des enseignants. Aux pères de famille, aux mères de famille, je dis merci. Aux commerçants qui nous envoient des messages, je dis merci. À la communauté sénégalaise à l'extérieur, je dis merci. Mais nous aimerions que vous continuiez à nous critiquer, à nous dire ce qui ne va pas, parce que c'est celui qui aime bien, qui châtie bien, Ken Bene Amat Ben Kastikat. Merci beaucoup, docteur Massamba. Aussi préciser que les remarques, les suggestions, c'est aussi du côté des élèves. Oui, mais je voudrais rassurer les élèves. Notre envie, c'est de vous susciter et de susciter en vous des questions. Mais les réponses à ces questions, ce sont vos enseignants à la fin de cette épidémie-là ou à la fin de cette période de confinement qui vont y répondre. Donc, si vous avez des questions, notez-les bien. Vous pouvez aussi nous les envoyer via WhatsApp et nous interpellerons les professeurs qui vont essayer de vous répondre sur les plateformes disponibles sur IGFM. Donc, rassurez-vous, posez des questions. Mais ces questions trouveront soit les réponses ici, soit les réponses en classe. Et aussi, docteur Massamba, préciser qu'il y a une page Facebook, salle des profs, et aussi les élèves ont la possibilité d'y envoyer leurs remarques, suggestions, mais aussi des questions. Et si jamais les professeurs sont disponibles, ils auront l'opportunité d'échanger avec eux. Les élèves peuvent même solliciter certains professeurs à des moments précis et ils peuvent être en interaction s'ils sont disponibles pour des lives. Et cela dépendra de la disponibilité des professeurs parce que nous rappelons que c'est un engagement personnel. Ce sont les enseignants qui viennent ici, qui appellent au téléphone pour dire « nous voulons venir ». Ce sont ces enseignants qui paient le transport. Aucune indemnité leur est donnée parce que c'est un engagement national des enseignants, du personnel du ministère de l'Éducation nationale pour accompagner le projet que le ministre Youssou Ndour a mis en place dans Coronavirus. Donc nous sommes à votre disposition, chers élèves. Si vous avez des questions, posez-les, nous essayons d'y répondre. Mais le format d'1 heure ne nous permet pas de répondre à l'intérieur parce que les appels directs peuvent aussi donner lieu à des questions de colle et nous ne voulons pas punir nos enseignants. Merci beaucoup, docteur Massamba. Les enseignants, aujourd'hui encore, ils sont bien là, bien présents, toujours avec le même plaisir, la même générosité, le même engagement pour leur nation, pour ces enfants qui feront l'avenir de ce pays. Parmi eux, M. Fadel Ndiaye. M. Ndiaye, merci d'avoir répondu à l'invitation de la télévision Futurs Médias. Merci aussi d'avoir bien voulu participer à l'émission La Salle des Profs. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vraiment, ça me fait plaisir de partager ce plateau avec l'éminent professeur Massamba Gueye et mes chers collègues. Merci beaucoup. La salle des profs est une émission que je salue bien parce que ça permet la consolidation des connaissances acquises et le renforcement des compétences exigées.
Voilà, Donc, merci beaucoup. Vous aurez l'occasion d'échanger avec les chers apprenants qui regardent la télévision Futur Média. Juste préciser qu'il est professeur de mathématiques et il va nous présenter un cours réservé aux classes de terminale S et G. C'est bien ça. Oui. Merci beaucoup. Nous aurons l'occasion d'y revenir avec nous aussi sur ce plateau. Monsieur Alioune Fall, professeur d'histoire et de géographie. Monsieur Fall, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation, vous aussi, et merci 1000 fois pour la générosité. Bonjour à tous et merci beaucoup aussi de nous avoir donné l'opportunité de partager ce plateau avec vous. Et nous dirons seulement à nos chers élèves que c'est une émission à laquelle vous pourrez bien tirer profit. Donc là, nous vous demandons de pouvoir rester scotchés et de pouvoir suivre l'émission et de bénéficier des explications qui vous sont données. Et que, comme on l'a dit, comme le professeur Massamba Gueye l'a dit, au retour des vacances, vous aurez beaucoup d'occasions pour pouvoir poser d'énormes questions à vos professeurs et qui pourront répondre à toutes vos interrogations. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Fall. Tout à l'heure, nous verrons avec vous aussi un cours que vous allez partager avec ces élèves, ces apprenants qui sont là dans leur salon et qui regardent la salle des profs. Je pense, Monsieur Seck, vous le connaissez désormais, vous le reconnaissez. Il est là pour les classes de CM2. Monsieur Seck, inspecteur formateur, encore 1000 merci. Vous étiez là la semaine dernière. Cette semaine aussi, vous êtes là, toujours au service des enfants. Oui, c'est ça, vous l'avez bien dit, toujours au service des enfants, au service de cette nation-là qui nous fait bouger. Donc, au-delà de ça, en fait, rien ne nous fait bouger. Et ceci étant dit, dire aussi à nos chers enseignants que ce plateau, il est ouvert. Très et que nous étions certes passés pour inaugurer, mais les enfants du primaire n'ayant pas l'habitude de changer de maître, le professeur Massamba, l'éminent, avec les membres de cette maison, avait décidé en fait de me conserver. Mais je pense qu'il y a d'éminents maîtres de CM2 dans ce pays et d'autres enseignants qui pourraient bien m'appeler ou appeler le professeur Massamba. Et ils seraient les bienvenus sur un thème de leur choix, mais à condition en fait qu'ils poursuivent le fil qui avait été démarré. Oui. Donc ceci étant dit, la balle est maintenant dans votre camp, aux formateurs des CRFPE, aux enseignants et instituteurs qui voudraient bien venir sur ce plateau et partager avec les enfants. En tout cas, la porte est grandement ouverte. Ils sont les bienvenus. C'est le terme. Merci beaucoup. Voilà. Alors, nous restons avec vous et aujourd'hui, nous serons peut-être quelque part loin des données numériques, des données utiles, des données inutiles. Et aujourd'hui, nous voyons avec vous les différents types de textes, c'est ça? Voilà. D'accord. Ce que j'adore bien. À moins qu'il y ait peut-être, je ne sais pas avec la régie, est-ce qu'il y a un problème à corriger ou pas? Mais si ce n'est pas le cas, voilà, effectivement. Effectivement, c'est bien. Voilà. Vous avez bien fait de le rappeler. C'est l'âge. Donc, juste une petite correction, cher petit, avant d'en venir à la leçon du jour. Je pense que les éléments sont là. Sûrement, il y en a qui sont en train de crier parce que, voilà, ils ont bien fait le dessin, pour ne pas dire le croquis. Et donc, l'énoncé, c'était quoi? C'était une fenêtre avec un carré surplombé d'un triangle isocèle. Et la base du triangle est le côté du carré. Et maintenant, il s'agissait maintenant de tracer la hauteur et d'écrire les noms. À vous, chers élèves, ceux qui ont réussi déjà à faire cela, si c'était noté sur 20, je vous donne déjà 17. Et maintenant, pour le reste, il s'agissait maintenant de mettre les noms, de mettre ici hauteur, la base, les côtés. D'accord? Et c'est résolu. Donc, le temps de vous laisser regarder ça 1 ou 2 minutes. Voilà le dernier cours que nous avions fait concernant transformer un énoncé en croquis. Parce qu'on est parti de transformer un croquis en énoncé et maintenant transformer le croquis en énoncé. Voilà donc l'énoncé de la fois passée. Voilà le dessin qu'il fallait avoir. Et le reste, c'est très facile. Et maintenant, les recherches qu'il faudra faire à ce niveau, c'est d'aller revisiter les différents triangles et de savoir qu'est-ce que c'est qu'un triangle isocèle, qu'est-ce que c'est qu'un triangle équilatéral. Pour le triangle quelconque, vous l'avez déjà vu. Et encore une fois de plus, la résolution du problème, professeur,
c'est du CI au CM2. La résolution de problèmes chez nous, à l'école primaire, commence à partir du CI. Donc, vous pouvez peut-être penser que... Pas en classe de CM1 ou bien en classe de C2, C1. Ça démarre au CI. Déjà. Déjà. Maintenant, tu me diras, c'est quel type de problème? Et comment? Bon, surtout. Là, espérons que nous aurons des instituteurs clés en main qui pourraient ici venir expliquer pour ne pas que cela prenne en fait le temps qui nous est dévolu. Voilà, donc, aujourd'hui, nous allons voir les types de textes. Et c'est juste genre d'introduction, parce que pour pouvoir faire les types de textes, il faudrait savoir comment travailler autour d'un texte. Et pour travailler autour d'un texte, il y a ce qu'on appelle les disciplines outils. Parce qu'autour du texte, vous avez le vocabulaire, la grammaire et la conjugaison. Le vocabulaire, vous savez, la grammaire et la conjugaison. Vous avez aussi le référentiel que vous construisez avec vos maîtres sur les mots liens, etc., les choses qui vont entrer à l'intérieur. Donc, les différents types de textes sont, vous avez le texte narratif, et qui parle de texte narratif parle de récits, de contes, de romans, rapportages et de nouvelles. Le texte descriptif, je ne vais pas trop expliquer parce que vous lisez en même temps que moi, et ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui, c'est juste pour introduire. Le texte descriptif, vous pourrez voir les textes descriptifs au niveau des guides touristiques, au niveau des portraits, des petites annonces, et dans le roman, qui est certes narratif à dominante, mais à l'intérieur, dans un passage de roman, on peut avoir de la description. Le texte programmatif ou injonctif, là vous avez les textes techniques, les recettes de cuisine. Vous voulez envoyer à un ami qui est en France pour préparer le thieboudienne, vous voulez lui envoyer et c'est écrit. Et ce type de texte-là est un texte injonctif. Vous avez le texte argumentatif dans les publicités, les articles de journaux et les affiches. Le texte poétique, comme son nom l'indique, c'est les poèmes, les récitations si vous voulez, pour parler à votre niveau. Et le texte informatif ou explicatif, et là, nous avons le compte-rendu. Voilà donc ainsi répertorié, par rapport aux recherches que nous avons faites, les types de textes qui peuvent être développés au niveau du CM2. Voilà. Donc, ceci étant dit, nous allons maintenant commencer par le vocabulaire comme discipline outil qui est indispensable pour vous permettre de faire correctement des textes. Et les textes que vous faites souvent, au-delà de la rédaction, au-delà de l'expression écrite en général ou de la production d'écrit, vous aurez besoin tout au long de votre vie de faire des textes. Le mot, en tant que tel, n'a pas de sens. Un mot. Il n'a que des emplois. Le mot. Et nous allons y revenir tout à l'heure. Voilà. Vous avez par exemple le verbe prendre. Quand on est dans une expression verbale, prendre un chauffeur, prendre un médicament, prendre un exemple, prendre des coups, prendre quelque chose à quelqu'un, prendre un poisson, prendre la porte, prendre un virage. Vous serez d'accord avec moi que quand on vous donne prendre comme ça peut ne pas signifier quelque chose. Mais prendre un chauffeur, on aura engagé un chauffeur. D'accord? Prendre un médicament, on peut penser à, voilà, absorber. Absorber le médicament. Prendre un exemple, choisir, sélectionner. Prendre des coups, en recevoir, voilà. Prendre quelque chose à quelqu'un, ça veut dire quoi? Prendre quelque chose à quelqu'un? Voler, voilà, tu as bien trouvé, voler. Et prendre un poisson, effectivement, c'est le péché. Prendre un poisson. Voilà, prendre la porte. Souvent, quand j'étais élève, des fois j'étais un peu turbulent. Le professeur avait l'habitude de me dire, Dame Sec, prends la porte. Donc, prendre la porte signifie sortir. Il ne s'agit pas de le soulever donc. Pas du tout. De la soulever voilà, plutôt. Pour aller dire que... voilà, et maintenant, prendre un virage, c'est tout simplement, oui, tourner. Prendre un virage. Donc, vous voyez comment le verbe prendre, ou le mot prendre, si vous voulez, a évolué par rapport à l'emploi. Donc, ceci est important pour tout texte que nous voulons débuter. Et le vocabulaire est dans ce contexte
de production d'écrit une discipline outil. C'est un outil qui nous permettra, au même titre que la grammaire, la conjugaison, de très bien faire un texte. L'exemple que nous allons donner, et après, on va aussi leur laisser un exercice. Comme d'habitude. Si nous prenons par exemple frais, ainsi écrit, ça, on ne peut pas le définir, ce mot-là, frais. Et pour preuve, quand je dis les frais du voyage, les frais de ce voyage sont déjà payés. Vous voyez? Donc on peut peut-être penser à autre chose. Mon ami Dame Diaw, mon homonyme Dame Diaw de Thiès peut-être penser à son jus frais. Donc quand je dis que M. Diaw boit son jus frais, vous voyez que ce n'est pas la même chose avec le frais là. Donc il faut faire bien attention de ne pas prendre les mots comme ça et de pouvoir les calquer dans le texte sans comprendre la signification réelle de ce mot. Si on dit que le journal vient de passer et il y a des nouvelles fraîches, là, on est toujours dans frais, mais au féminin, nous aurons fraîches. Donc, des nouvelles fraîches. Fraîche ici va signifier, dans le cadre des informations, des nouvelles récentes. Donc, vous voyez un peu comment ça a évolué. Toujours concernant ce mot frais, le pain vient de sortir du four, il est frais. Et là, frais signifie quoi concernant le pain? Chaud. Chaud. Voilà. Et vous avez trouvé. Donc, le pain est frais. Car il vient de sortir du four. Et ici, frais n'a rien à voir avec, quand je dis par exemple, le vent qui vient de la mer est un vent frais. Le vent qui vient de la mer est un vent frais. Vous voyez? Le vent qui vient de la mer est un vent frais. Et le frais là n'est pas la même chose que ce frais là. Parce que ici, le pain qui sort du four est frais. Frais ici renvoie à chaud. Vous voyez bien donc? Frais qui signifie chaud, frais qui signifie de l'argent qu'on doit payer, etc. Le vent qui vient de la mer est frais. Donc, pour n'importe quel texte que vous devez construire, il est important de connaître les mots. Et le mot, en soi, n'a pas de sens. Le mot n'a que des emplois. Donc, c'est l'emploi qui va déterminer la signification du mot. Un mot hors de son contexte d'utilisation ne signifie presque rien. C'est ça qu'il faudra retenir, chers élèves. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, dans le cadre d'un tableau, vous donner des mots que vous allez mettre. Je vais prendre une nouvelle page. Vous aurez, par exemple, un mot. On va mettre ici un mot. On va mettre ici le mot installer. Installer. Maintenant, vous aurez un tableau à 3 entrées que vous allez faire chez vous. Il me faudra ici le synonyme du mot, l'antonyme
qui signifie contraire, et l'expression verbale ici. Expression verbale. Qui veut dire? Par exemple, comme nous avions fait tout à l'heure. D'accord. Quand on met prendre tout comme ça ne veut rien dire. Donc l'expression verbale, prendre un chauffeur, prendre un raccourci. C'est-à-dire l'utiliser dans une expression, en fait. Voilà. D'accord. Et ici, quand je dis Astumben est confortablement installé. Très, très confortablement installé dans la salle des profs. Différent que la maison GFM est installée à. Vous voyez un peu? Donc je vous ai un peu guidé, hein, grâce à Astou. C'est les tout petits. Ils ont besoin de quelques tuyaux. Ils vont y arriver, Inch'Allah. Voilà. Donc, on vous donne installer. On vous donne aussi faire. Et pour chaque mot, au minimum, 4 expressions. Et pour le verbe faire, vous pourrez avoir beaucoup de choses. Faire sa valise, par exemple. Je donne ce seul exemple-là. Faire sa valise. Qu'est-ce que ça signifie? Quel est le contraire? D'accord? Parce que tout simplement, vous avez déjà les exemples qu'il faut pour pouvoir faire ce type d'exercice quand vous vous baserez sur l'expression frais et surtout sur prendre. Prendre congé de. D'accord? Frais aussi, vous pourrez faire d'autres recherches. Vous pourrez faire d'autres recherches pour pouvoir développer ce qui a été dit dans votre exercice. Vous pourrez prendre frais, voir quel est le contraire de frais dans une expression. D'accord? Quel est l'antonyme? C'est le contraire. Synonyme de frais dans l'expression. Et aussi, essayer d'utiliser ça dans une phrase. Et maintenant, après la correction, prochainement, peut-être moi ou un maître de CM2 qui pourrait bien venir, mon formateur, va enchaîner avec vous sur la grammaire, l'orthographe. Pour chaque type de texte, par exemple, quand on est dans la description, on aura besoin d'adjectifs qualificatifs et comment utiliser ces adjectifs à bon escient. Voilà donc, professeur, voilà donc, Aïssatou Mbène, ce que nous avons apporté aujourd'hui pour permettre à nos enfants et à leurs parents de réviser à la maison. Merci. Monsieur Seck, j'ai juste quelques préoccupations par rapport au type de texte. Quels sont les types de textes qui reviennent souvent? J'imagine qu'ils ne voient pas l'ensemble des types ou bien ils touchent à tout? Au minimum, les 4 textes sont vus au CM2. D'accord. D'ailleurs, je salue au passage les amis de Matam, le doyen Alifal de Matam, et surtout aussi le doyen Seck de Kidira. Parce qu'aujourd'hui, tout le département de Bakel est en train de nous suivre. Matam, déjà, leur évaluation passée sur le CM2, les 4 types de textes sont apparus. Notamment le descriptif et le narratif. Et l'enfant doit être en mesure d'identifier ces textes-là? Oui, parce qu'à chaque fois, il y a ce qu'on appelle le référentiel, j'en ai parlé. Et donc, c'est ce référentiel qui permettra d'avoir les indices. Dans le référentiel, vous avez, par exemple, la silhouette d'un texte, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, quand tout de suite, rapidement, une petite minute... Désolée de vous faire revenir c'est pas grave, c'est pas grave, puisque je m'adresse aux tout petits, oui, ils en ont besoin. Quand je fais comme ça, par exemple, c'est quoi ça? C'est pas une lettre? Ça peut être une lettre. Ok. Ça peut aussi une description? Non, quand je mets. Ah. C'est une demande. Ok. Donc, à partir de la silhouette, c'est ce qu'on appelle la silhouette du texte. On peut tout de suite savoir que nous sommes en face d'une demande.
d'accord, demande d'emploi, etc., ou bien une lettre. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les mots liens. Hein, est-ce qu'il y a des tirets pour voir si c'est un texte dialogué ou pas? Est-ce qu'il y a un changement d'interlocuteur? Comment cela s'est fait? Donc, il y a des indices qui ne trompent pas dans le texte. D'accord, donc il y a un ensemble d'indices que l'enfant doit être en mesure d'identifier. Voilà. D'accord. Et pour les mots, j'imagine, pour maîtriser leur sens, leur contraire, leurs synonymes, les dérivations, ça demande beaucoup de lecture. Beaucoup de lecture. Afin de les rencontrer beaucoup plus fréquemment. On ne peut pas travailler autour d'un texte sans lire. Et lire, la définition, moi qui me plaît en tout cas, c'est celle de Evelyne Charmeux, qui dit que lire, c'est construire du sens sur un texte dont on a besoin pour faire autre chose que lire. La lecture n'est pas une fin en soi. On ne lit pas pour lire. Nous lisons pour faire autre chose. Quand je suis dans un texte sur une recette de cuisine, si je lis et qu'après avoir lu en tant qu'élève de CM2, qui s'est préparé le tchéboudian chez moi, qui est beaucoup plus difficile que le phare breton, c'est après avoir lu la recette sur le phare breton, je ne suis pas en mesure de préparer le phare, je n'ai pas encore lu. Okay. Si en période de crise comme celle-ci, il y a de la chloroquine à prendre, et que pour les enfants, c'est un comprimé sécable s'ils ont 2 mois, et que l'élève de CM2, après avoir lu la notice, ne peut pas conseiller à sa maman analphabète que maman, Moussa Diop doit prendre un demi-comprimé. Si elle n'est pas capable de faire ça, elle n'a pas encore lu. Il faut s'approprier le texte, construire du sens. Voilà. Sinon, on est dans l'oralisation. Voilà. Et en ce moment, les enfants qui bégayent vont être mis à l'écart. Parce qu'on va vouloir l'évaluer à partir de la rapidité et non pas à partir de la compréhension. Alors que quand nous sommes dans les méthodes actives, une classe active n'est pas une classe bruyante, l'activité elle est mentale. La classe bruyante n'est pas la classe active. Donc, Astumben, je vous rejoins qu'il y a tout un travail en amont avant que l'enfant ne vienne au texte. Et même une fois au texte, il y a un premier jet, un deuxième jet. Comme vous le faites, vous adultes, quand vous écrivez une lettre à une personne importante, si c'est la nuit, s'il y avait une caméra cachée, sûrement, vous avez mis 5 ou 6 dans la poubelle. Voilà, premier jet, deuxième jet. Donc, c'est ce qu'il faudra permettre à l'enfant. D'accord, merci beaucoup. Permettre de fausser et de revenir. Là, vous vous adressez aux enseignants. Là, je m'adresse aux enseignants. Et ils le savent. Ils le savent. Ce sont peut-être les relances de ma très chère Astumben. Je suis désolée. Et c'est important aussi, surtout pour ces élèves instituteurs qui sont dans les CRFPE. Et je fais un coucou au passage à l'ensemble des CRFPE. Ils sont en train de faire un travail énorme. Ces inspecteurs formateurs et ces professeurs formateurs qui sont vraiment sur le terrain en train de nous aider réellement à former ces futurs instituteurs. Merci beaucoup, Monsieur Seck, formateur, inspecteur de l'éducation élémentaire. J'espère, chers petits, chers apprenants, que vous avez pris bonne note. Allez-y pour les recherches, soyez patients, soyez endurants. Et comme toujours, ensemble, nous y arriverons. Nous vous attendons demain pour les résultats avec papa, maman, la grande sœur. Mais je pense que cette fois-ci, vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'aide. Allez, bon courage. Maintenant, nous donnons la parole à Monsieur Fall, c'est bien ça? Monsieur Alioune Fall, professeur d'histoire et de géographie. Et aujourd'hui, nous parlons de développement. Nous parlons aussi des inégalités. C'est bien ça? C'est bien ça. Allez-y, à vous le tableau. Voilà. Merci beaucoup, Assoumani. Nous allons essayer, autant faire ce peu, donc de pouvoir résumer en tant que tel, parce que nous ne serons pas là pour faire la leçon en tant que tel. Donc la leçon, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, va être faite par votre professeur à la maison. Mais ce coup-là va vous permettre de mieux comprendre aussi la leçon que le professeur va faire en classe. Et pour parler des inégalités de développement aussi, donc là, nous allons partir d'un postulat. Donc, postulat à savoir qu'avant de parler d'inégalité, il faudra d'abord savoir ce que c'est le développement et comment mesurer le développement. Et là, quand on parle de développement aussi, donc là, comme le thème le dit, donc c'est peut-être que la capacité donc là d'un pays donc là à pouvoir essayer de résoudre les problèmes de sa communauté, à pouvoir aider sa communauté à un peu, comment dirais-je, satisfaire les besoins essentiels. Donc là, c'est dans ce moment-là qu'on pourra parler de développement. Mais aussi, il faudra savoir que par rapport au développement,
il y a toujours des mesures, des critères qui nous permettent de mesurer le développement d'un pays. Parce que tous les pays ne vont pas satisfaire à ces critères-là. Et parmi ces critères, nous allons avoir 3 séries de critères. Il y a ce qu'on appelle les critères économiques. Donc là, et que sur le plan économique qui est mesuré par le PIB. Le PIB, comme on le voit, c'est le produit intérieur brut et qui est l'ensemble des richesses donc là, que les entreprises réalisent dans une nation. C'est-à-dire que toutes les entreprises que nous avons au Sénégal, ce qu'ils vont réaliser à la fin de chaque année, donc là, vont être capitalisés pour qu'on puisse dire que voilà, sur le plan économique, donc là, qu'est-ce que le pays a pu avoir comme richesse. Et ça aussi, donc là, ça diffère selon les différents pays. Mais aussi, parmi ces critères économiques, nous avons le PIB par habitant. Le PIB par habitant, comme on peut le dire, donc là, c'est le niveau de le revenu que chaque habitant a dans le pays et par année. Ce qui veut dire que ce que le Sénégalais va gagner va être différent de ce que peut-être l'habitant des États-Unis va gagner et l'habitant de la Chine ou bien l'habitant de la France. Mais néanmoins, donc, le PIB par habitant sera un critère qui pourra nous aider à pouvoir mesurer donc là, le niveau de développement d'un pays sur le plan économique. Maintenant, il y a un deuxième critère qu'on appelle peut-être les critères sociaux, là qu'on n'a pas pu mettre là, mais aussi on va en parler. Ça veut dire que ça dépend de l'espérance de vie. L'espérance de vie, parce que là, quand on voit, par exemple, donc là, peut-être qu'on va y revenir plus tard à la fin de la leçon, surtout par rapport à la pandémie que nous vivons actuellement dans le monde, il y a ces pays, par exemple, où la plupart des gens qui sont touchés sont les gens les plus âgés. Mais ça aussi, on le voit que ce sont des pays qui sont, à ce moment-là, ont terminé leur transition démographique avec une population qui est un peu vieillissante, mais aussi que ce sont des pays qui ont pu réaliser d'énormes progrès sur le plan de la santé et qui ont permis à la population de pouvoir vivre jusqu'à un certain niveau, à un certain âge. Maintenant, ça nous permet de mesurer aussi donc là, la couverture sanitaire d'un pays, parce qu'un pays qui parvient à assurer donc l'espérance de vie à sa population est un pays aussi qui a réussi à pouvoir un peu, on peut dire, couvrir sur le plan national donc là, le territoire en matière de santé. Mais il y a un troisième élément donc là, qui nous permet de mieux mesurer même le développement d'une nation, c'est l'IDH. L'IDH, comme on peut le dire, c'est l'indice de développement humain et qui regroupe l'ensemble des critères que nous venons de dire tout à l'heure, à savoir le PIB par habitant, à savoir l'espérance de vie, mais aussi le taux d'alphabétisation. Donc là, et que ce sont ces 3 critères-là que le PNUD, donc là, les Nations Unies ont identifié pour pouvoir dire que c'est l'IDH qui est le critère le plus important aussi pour mesurer le développement. Et que l'IDH aussi, comme on le voit, se mesure donc là de 0 à 1. Plus le pays approche de 1, là, le pays est développé. Mais si le pays est toujours à partir de 0, là, comme on le voit ici, donc là, à partir de ce tableau-là, on pourra essayer de voir donc l'ensemble selon le niveau de développement d'un pays. Tout à l'heure, j'ai parlé donc là du PIB par habitant qu'on a ici. Donc, si vous voyez, il y a beaucoup de pays comme par exemple l'Allemagne, le Brésil, la Chine. Vous avez le Niger, par exemple, qui est à $1 200 par habitant par an, pour dire que là, il y a un grand écart à travers ces pays-là. L'espérance de vie aussi, nous avons, par exemple, les pays comme l'Allemagne, comme le Brésil, et vous pouvez voir le Niger qui est à 60, à l'espérance de vie, une personne normale qui peut vivre jusqu'à 61 ans. Et l'IDH, comme on le voit ici aussi, donc si vous faites la comparaison, vous avez l'Allemagne qui est à 0,930 et le Niger qui est à 0,377. Et si vous voyez, même on a le Sénégal, par exemple, qui nous intéresse avec un IDH de 0,458. Donc, le niveau de développement dépend de l'IDH. Effectivement. C'est l'élément le plus déterminant, en fait. C'est l'élément le plus déterminant parce que là, ça prend en compte donc, tous les critères qu'on vient de dire tout à l'heure, à savoir le PIB par habitant donc, qui définit le niveau de vie, le niveau de revenu des habitants. On a aussi l'espérance de vie donc là, qui caractérise donc là, la couverture sanitaire d'un pays, mais aussi on a le taux d'alphabétisation qui définit le niveau de scolarisation donc là, qu'on a dans un pays. Si on sait qu'au niveau des pays donc, développés,
là, on peut dire qu'on peut aller jusqu'à 75 voire 80% du taux d'alphabétisation. Alors, dans nos pays qui sont des pays à dominance agricole, où la plupart des habitants, 50% même, on peut dire, donc là, habitent la campagne, là-bas aussi, donc là, il y a le niveau d'alphabétisation est un peu faible, malgré les efforts que nos États sont en train de faire par rapport donc là, à la scolarisation. Donc là, c'est pour dire que l'IDH nous permet de mieux appréhender le niveau de développement d'un pays. Peut-être une autre préoccupation, on a comme l'impression que les trois éléments sont liés en fait. Quand le PIB est élevé, on a comme l'impression que l'espérance de vie l'est aussi, tout comme l'IDH. Je me trompe? Effectivement, quand le PIB est élevé, donc on va prendre l'exemple d'un salarié normal qui a un certain revenu, un niveau de revenu qui lui permet, par exemple, quand il est malade, d'aller se soigner. Pour avoir la santé, il faut aussi avoir du travail, avoir un revenu qui te permet, quand tu es malade, de pouvoir te soigner, soigner tes proches. Et aussi, là, quand tu as de l'argent aussi, tu peux aller étudier, amener tes enfants à l'école pour dire que tous les trois critères sont complémentaires. Madame Dal Khalis day Dal Khel. Voilà, Khalis Dal Khel, comme on le dit en Wolof. Voilà, et aussi, donc là, pour dire que après ces critères, ces mesures, donc nous allons passer aussi à la géographie donc là, des États. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de richesse, donc comme on vient de dire tout à l'heure, le développement, donc là, quand on l'a, nous avons le recul de la pauvreté. Parce que aussi, un pays qui est développé, c'est un pays qui a vraiment lutté contre la pauvreté. Donc là, nous avons le recul de la pauvreté. Ensuite, aussi, nous avons aussi des progrès qui peuvent nous permettre de mieux satisfaire nos besoins. Là, c'était juste une parenthèse pour dire que vraiment l'importance même du développement. Et là, cela va nous permettre de pouvoir voir donc, là, la géographie maintenant, donc là, la répartition des pays selon le niveau de développement dans le monde. Et là, nous avons des pays du Nord. Et comprenez par là, les pays du Nord, ce sont les pays développés. Et parmi ces pays développés-là aussi, il y a une catégorisation. Cette catégorisation, donc, nous avons le premier groupe qu'on appelle donc, la triade qui est composée donc, de l'Amérique du Nord, des pays de l'Europe de l'Ouest et du Japon. Mais aussi, nous avons aussi les pays qui sont comme le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. À côté de cette triade-là, nous avons aussi les pays qui sont des pays de l'ex-Union soviétique, donc là, des pays de l'ex du bloc de l'Est, là aussi qui sont en phase d'industrialisation très avancée. Donc là, qu'on va mettre dans cette catégorie de pays que nous avons là. Et c'est ça que nous avons ici, à savoir la Russie et les anciens pays du bloc de l'Est. Et ce sont ces pays qui se caractérisent donc là par, d'abord, qui capitalisent 80% des richesses du monde, alors que sur le plan démographique, ce sont des pays qui occupent que 20% de la population mondiale. À part donc la sécurité-là, nous avons donc, ce sont des pays qui ont des économies basées sur l'industrie et sur le tertiaire. Parce qu'il faut savoir que ce sont des pays qui ont fait d'énormes progrès au sortir de la deuxième révolution industrielle et qui ont beaucoup avancé actuellement au niveau des services. Et ce sont des pays qui ont des IDH très élevés avec des taux d'alphabétisation qui peuvent aller jusqu'à pratiquement 80%. Là, les gens sont en train même de taquiner ces pays-là en leur disant, surtout par rapport à cette pandémie du Covid-19, que ce sont des pays qui ont, où les malades, les personnes les plus touchées, ce sont les personnes âgées. Ça veut dire que donc, la majeure partie de la population fait partie de cette catégorie de personnes âgés allant de 70 jusqu'à 80 et plus. À côté de ces pays-là, nous avons aussi des pays qui ont un faible taux d'accroissement naturel, parce que tout simplement, donc là, qui ont terminé leur transition démographique. Donc là, le taux de natalité est très faible, le taux de mortalité est très faible, donc là, il n'y a pas encore de renouvellement de génération. Maintenant, nous avons donc là, le deuxième groupe de pays, ce sont les pays donc, du Sud qu'on appelle les pays en développement, composés des pays les moins avancés, les nouveaux pays industrialisés, mais aussi les pays pétroliers comme les pays membres de l'OPEP, mais aussi nous avons des pays donc, intermédiaires comme la Chine et l'Inde. Parce que beaucoup d'élèves nous posent ces questions-là, à savoir pourquoi la Chine, avec son niveau de développement, se trouve au niveau des pays sous-développés. La Chine et l'Inde, ce sont des pays intermédiaires qui sont un peu proches des pays développés, mais qui n'ont pas encore satisfait donc, toutes les conditions requises pour être pays développés.
comme je l'ai dit tantôt, avec les 3 critères qui nous ont permis. permis. Pourquoi on parle de grande puissance alors finalement? Bon, grande puissance, c'est peut-être sur le plan économique. Mais si on prend aussi les autres critères, on se rend compte que ces pays-là n'ont pas encore réalisé donc, là, des bons par rapport donc, aux autres pays développés. Et là, si on prend aussi les critères donc, là, qui caractérisent donc, les pays du Sud, donc, ce sont des pays qui ne participent pas beaucoup aux échanges. Là, on va y revenir tout à l'heure. Mais aussi qui ont des économies basées sur le secteur primaire, à savoir l'agriculture et l'élevage. Et surtout la pêche. Mais aussi, comme on en a au niveau des pays développés, leur agriculture n'est pas si mécanisée que cela. Donc là, il y a des progrès à faire par rapport à ça. Ils utilisent des méthodes encore archaïques. Voilà, effectivement, ils utilisent des méthodes archaïques, malgré donc, des efforts aussi qui sont faits par rapport aux États. Maintenant, nous avons aussi le PIB par habitant qui est très faible. On l'a montré tout à l'heure par rapport à prendre l'exemple du Sénégal et du Niger, mais aussi donc, des forts taux d'accroissement naturel avec le taux de natalité qui est très élevé et le taux de mortalité avec aussi des progrès au niveau de la science qui font qu'on a un taux de mortalité un peu faible. Donc là aussi, il y a un dernier élément qu'on n'a pas mis au niveau du document, ce sont les échanges. La participation de nos pays, des pays donc, au niveau des échanges. Si on voit qu'aujourd'hui, on dit que les échanges même sont des échanges inégaux. Parce que tout simplement, les pays développés prennent chez nous donc la matière première à moins de coûts et nous vendent aussi donc, les produits finis aussi à un coût un peu élevé. Qu'ils vont transformer, qu'ils vont faire revenir à des coûts doubles. Voilà. Et que malheureusement aussi, nous n'avons pas accès au marché des pays développés. Et là aussi, nous allons aussi voir la répartition. Ça, c'était un peu la légende par rapport à la carte qui va suivre. Donc, vous voyez, en rouge, nous avons les pays développés. Le cercle qui est là, donc là, qui détermine les États membres de la triade que j'ai dit tantôt, et les ex-pays communistes, donc qui sont les 3 pays qui sont dans les 3 groupes de pays, dans les pays du Nord. Et au Sud, nous avons donc là les États continents en voie d'industrialisation. Ensuite, nous avons les pays semi-industriels, comme en Afrique, nous pouvons prendre l'exemple de l'Afrique du Sud qu'on peut trouver dans ce groupe-là. Et nous avons les autres pays qui sont là. Et les pays très, très endettés, nous les classons où? Dans le lot du Sud, j'imagine. Voilà, ce sont les autres pays du Sud qu'on a les pays pauvres, très, très endettés. Et pour terminer, chers élèves, donc là, par rapport aux exercices sur lesquels vous pouvez tomber par rapport à ce pays-là, là, c'est la carte qu'on vient de lire tout à l'heure avec la légende, et que c'est la plupart des exercices qui vont sortir à l'examen, donc on pourra avoir les diagrammes en bas et les diagrammes en bâton. Comme si quand vous allez faire des révisions à la maison, essayez de beaucoup faire des exercices, surtout en construction de diagrammes en bas et diagrammes en bâton, donc qui concernent ces genres de leçons. Partant de ces diagrammes-là, il faut faire des analyses et des commentaires par rapport à la situation du pays, le niveau de développement. Effectivement, ces diagrammes pourront bien nous permettre de pouvoir faire des analyses et que c'est malheureusement pour certains élèves aussi, donc là, qui pensent que là, le commentaire est un peu facile. Donc là, le commentaire aussi des diagrammes et d'autres constructions pourront vous permettre de mieux comprendre vos leçons. Donc il ne s'agit pas seulement de faire de la restitution. Voilà, effectivement. Voilà. Il s'agit de mieux comprendre, de mieux expliquer. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Fall. C'était un cours de géographie. Rappelez qu'il est professeur d'histoire et de géographie et aujourd'hui, il a travaillé sur les inégalités. Voilà, Dr Massamba me précise en classe de 3e, bien sûr. Il a travaillé sur les inégalités de développement. Donc, il faut bien connaître sa leçon, mais aussi être en mesure d'analyser les figures. Effectivement, bien connaître la leçon, parce que beaucoup d'élèves pensent que là, ils ont même des problèmes quand ils disent que monsieur, moi j'ai du mal à paqueriser les leçons. Moi je le dis tout le temps, les leçons, on ne les paquerise pas. Les leçons, on les comprend. Parce que aussi, il y a des rapports entre les éléments dans la leçon. Que si vous ne pouvez pas les comprendre, vous n'allez jamais faire de bons exercices en classe. Docteur Massamba, ça demande peut-être à faire des fiches. Mais oui, ça demande à faire des fiches, mais je retiens sa dernière belle phrase et je salue
sa présentation qui est très concise, très bien élaborée. Et quand il dit aux élèves, il ne faut pas apprendre par cœur, j'ajouterais que le cœur est tellement petit que lorsque votre amoureux y entre, les leçons vont partir. Donc apprenez de mémoire, le cœur, c'est une seule place, un seul fauteuil dans le cœur. Et lorsque l'homme que vous aimerez, la femme que vous aimerez entrera dans votre cœur, les leçons vont partir. Mais la mémoire est suffisamment grande pour garder toutes les choses. Donc, il ne faut pas apprendre par cœur, il faut d'abord comprendre et apprendre à commenter, à analyser les leçons, restituer en fait. Surtout ça. D'accord. Merci beaucoup, M. Fall. Mais surtout que je précise, il est vraiment dans l'objectif de ce programme, de cette salle des professeurs, de la sensibilisation. Sensibiliser les élèves à avoir le bon comportement, mais pas fondamentalement faire un cours carré et le transmettre. Tel n'est pas l'objectif, nous le rappelons encore, de cette salle des professeurs. C'est une réunion des professeurs, un dialogue entre professeurs, mais destiné exclusivement aux élèves. C'est une source d'émulation. C'est une source d'émulation. Chers élèves, nous ne voulons pas que le feu de votre rapport à l'école s'estompe. Et c'est pourquoi vous avez ces collègues qui volontairement sont venus vous présenter ce cours d'histoire et de géographie et ce cours de littérature à l'école primaire. Et j'espère que ce sera comme cela jusqu'à la fin. J'espère qu'ils ont pris bonne note. La semaine vient juste de démarrer. Ayez votre bloc-notes, prenez bonne note. Après, essayez de lire, de relire de temps en temps. Et parfois, un peu de sport dans la maison, ce n'est pas interdit. Voilà, nous restons dans la salle des profs. Et pour terminer le dernier cours avec les classes de première terminale, nous sommes avec M. Fall, M. Fadel. Non, M. Fall, non. M. Fadel Ndiaye. Voilà. Merci beaucoup, M. Ndiaye. À vous le tableau maintenant. Pour la dernière partie de votre émission, la salle des professeurs sur la télévision Futur Média, une façon pour nous de maintenir le contact entre élèves et enseignants sans avoir la prétention de remplacer la salle de classe. L'objet aujourd'hui de ce cours, c'est les transformations d'un nombre complexe. Et au début, donc, on va se limiter sur l'aspect général d'une transformation ponctuelle. Et on va donner quelques transformations. Et enfin, on va donner un exercice d'application. Donc, pour ce faire, on va donner quelques transformations d'abord et leur définition géométrique. Là, c'est les transformations. À partir de cette transformation, je vais donner ça, c'est les définitions géométriques. Et ici, c'est l'écriture complexe. C'est-à-dire, si on a une translation T, T est une translation de vecteur U d'affixe B. Dans ce cas, à tout point M du plan, on peut l'associer à un point M' qui est son image, tel que M' égale le vecteur U. Maintenant, son écriture complexe sera Z' égale à Z plus P, où B est l'affixe du vecteur U. Maintenant, après les translations, on va faire ce qu'on appelle homothétie H. Une homothétie de centre oméga et de rapport K. Maintenant, cette homothétie, à tout point M, on associe son image M' tel que oméga M' égale K fois oméga. K fois oméga M. Et son écriture complexe sera Z' moins oméga égale K fois Z moins oméga. Où oméga est l'affixe du point fixe. Deuxièmement, on va faire ce qu'on appelle rotation de centre oméga et d'angle θ. À cette rotation, maintenant, on doit donner son définition géométrique, c'est-à-dire, si vous avez le point M, l'oméga sera fixe et l'image de M sera M'. Maintenant, si oméga est différent de M, dans ce cas, cela équivaut que l'image de M égale à M' équivaut à dire que oméga M' égale oméga M. Et ici, oméga M vecteur oméga M' égale l'angle θ modulo 2pi.
C'est bon. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? L'écriture complexe d'une rotation. L'écriture complexe d'une rotation s'écrit sous la forme z' moins oméga égale à exposé I θ facteur de z moins oméga. Maintenant, tout élève doit maîtriser ce tableau d'abord pour pouvoir faire les transformations des nombres complexes. Arrivé à ce stade maintenant, parce que toute transformation complexe est une application bijective. Donc, toute transformation est là. Si vous avez une transformation du plan P dans lui-même, à tout point M, on l'associe son image M'. Maintenant, lorsqu'on a une transformation M, si le point M égale à M', dans ce cas, on parle de point fixe. Tous les points sont fixes. Et là, il y a certains exemples de transformations ponctuelles, comme l'isométrie. L'isométrie est une transformation ponctuelle qui conserve la distance. Arrivé à ce stade, maintenant, on va faire ce qu'on appelle généralisation, étude générale d'une transformation ponctuelle. C'est-à-dire, si f est une application de C vers C, associée à une transformation ponctuelle, telle que f de x égale à z plus b, avec le a différent de 0. Maintenant, pour le résumer, c'est-à-dire, chaque fois, lorsqu'on a une transformation z, f de z égale à az plus b, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord, chers élèves? Il faut regarder le a. Le a. Donc là, on aura deux cas. C'est-à-dire, si le a est un nombre réel, c'est-à-dire, si a est un nombre réel, dans ce cas de figure, on aura deux sous-cas. C'est-à-dire, on compare a à 1. C'est-à-dire, si a égale à 1, c'est un nombre réel qui est égal à 1. Dans ce cas, cette transformation f, qui est de P dans P, qu'on associe cette fonction de C dans C, sera une translation. Voilà. Donc, dans ce cas, la transformation sera une translation de vecteur U d'affixe B. Maintenant, deuxième cas, si le A est un nombre réel, tel que cette fois-ci, il est différent de 1. Dans ce cas, cette transformation sera ce qu'on appelle une homothétie. Et cette transformation sera une homothétie qu'on note oméga, de centre oméga et de rapport K. Troisième cas maintenant, on va travailler si le A appartient à C privé de R, c'est-à-dire c'est l'ensemble des nombres complexes privés des nombres réels. Dans ce cas, on va comparer, au lieu de comparer A à 1, ces élèves, on compare le module de A à 1. Maintenant, si le module de A égale à 1, dans ce cas, cette transformation est une rotation. Donc, cette rotation, on le note comme ça, R est de centre oméga et d'angle θ. Maintenant, troisième sous-cas, on va travailler dans le cas où le module de A est cette fois-ci différent de 1. Si le module de A est différent de 1, maintenant cette transformation est une similitude. C'est une similitude qu'on note S de centre oméga, de rapport K et d'angle θ. Maintenant, là, tous ces éléments-là, c'est les éléments caractéristiques d'une homothétie, de centre oméga, de rapport K. Les éléments caractéristiques d'une rotation, c'est le centre oméga et d'angle θ. Les éléments caractéristiques d'une similitude directe, le centre oméga de rapport K et d'angle θ. Maintenant, si on a une transformation, qu'est-ce qu'il faut faire pour déterminer les éléments caractéristiques, c'est-à-dire le centre, le rapport et l'angle de la similitude? Pour ce faire, maintenant, on va utiliser cette propriété qui est là, c'est-à-dire l'étude générale d'une transformation ponctuelle. Là, d'abord, il faut regarder le cas où A égale à 1 et B différent de 0. C'est-à-dire, si on donne un nom transformation de ce genre, A égale à 1 et B égale à 0. Dans ce cas, c'est cette transformation qu'on appelle application identité. Si on a une application identité, tous les points sont invariants. Et maintenant, deuxième cas, si on donne un exemple où Z égale à et le B, cette fois-ci, le B est non nul. Dans ce cas de figure, qu'on parle de translation. Maintenant, d'affixe
d'un vecteur U d'affixe B. Exemple de translation, si on donne Z' égale à Z plus 4 plus I. Ça, c'est une translation de vecteur U d'affixe B égale à 4 plus I. Maintenant, l'autre cas, le cas où A est différent de 1. Dans ce cas, il y a un point fixe qui s'écrit sous quelle forme? Oméga égale à B sur 1 moins A. Maintenant, le point fixe, c'est l'unique point invariant. Le point fixe, c'est l'unique point invariant. Et son affixe, c'est B sur 1 moins A. L'autre cas maintenant, si A est un nombre réel, on l'avait dit déjà, que dans ce cas, on aura une homothétie de rapport A. Maintenant, à part de ces données qu'on va essayer d'utiliser pour résoudre cette application. Donc, pour vous dire, ces élèves, pour comprendre les transformations ponctuelles dans le pas, il faut d'abord comprendre les notions de base. C'est-à-dire, à toute écriture, toute transformation du plan qui s'écrit sous la forme Z' égale à AZ plus B, il faut d'abord regarder les conditions, les critères de validité de A. C'est-à-dire, si A est un nombre réel, on compare A à l'unité A1. Si A égale à 1, dans ce cas, cette transformation est une translation. Si A est différent de 1, c'est un réel différent de 1. Dans ce cas, cette transformation est une homothétie. Maintenant, dans le cas où A n'est pas un réel, c'est un nombre complexe, c'est-à-dire si A est dans C privé de R, dans ce cas, on compare le module de A à 1. Si le module de A égale à un nombre réel qui est différent de 1, dans ce cas, on parle de similitude directe. Maintenant, si le module de A égale à 1, dans ce cas, on parle d'une rotation. Maintenant, sur rotation, il y aura les éléments caractéristiques. La rotation, on aura le centre d'affixe oméga égale à B sur 1 moins A. Si c'est une similitude pareille, l'unique point invariant, son affixe sera oméga B sur 1 moins A. Maintenant, à partir de ces données, on va essayer de résoudre cet exercice. Maintenant, pour résoudre cet exercice d'abord, j'aurai le temps de le faire, je pense. Maintenant, donc, pour résoudre à l'application. Oui, on va faire l'application de cet exercice maintenant. Là, si on donne un nombre complexe qui s'écrit sous la forme Z' égale à Z plus B, donc on regarde la A. Maintenant, ici, notre nombre complexe s'écrit sous la forme Z' égale à U, Z plus U moins 1. Et U est un nombre complexe. D'accord. Maintenant, pour déterminer l'ensemble des nombres complexes U pour lesquels F est une rotation d'angle pi sur 2, qu'est-ce qu'il faut regarder maintenant? La A. Si on a une rotation, quelle est l'écriture complexe d'une rotation? Si on a une rotation, la A s'écrit sous la forme, la A là, on peut l'écrire sous la forme exposé I θ Z plus B. Maintenant, avec B, le B égale à 1 moins, avec le B égale à 1 moins exposé I θ fois oméga. D'accord? Maintenant, ça c'est l'écriture d'une rotation, l'écriture complexe d'une rotation. L'autre cas, maintenant, si c'était une translation, là, le A serait égal à 1. Maintenant, raison pour laquelle ici, maintenant, comme on dit que détermine l'ensemble des nombres complexes U pour lesquels F est une rotation, dans ce cas, le U sera égal à combien? Le U remplace la A. Et le U égale à combien d'après cette écriture? Donc, U carré sera exposé I θ. Et θ égale à pi sur 2. D'accord? Donc, raison pour laquelle on va vous expliquer ici. C'était déjà résolu. Très bien. C'est la 4e question. C'est là. Maintenant, ça c'est la première question. Ça c'est une transformation et une application bijective. Maintenant, là, Z' égale UZ carré plus U moins 1. U est un nombre complexe.
on doit déterminer l'ensemble des nombres complexes U pour lesquels f est une translation. Pour ce faire, maintenant, on écrit l'écriture d'une transformation. La A sera exposée I θ. Maintenant, comme A égale à expo de U θ, donc ici le U au carré remplace la A. Donc, qu'est-ce qu'on doit résoudre dans ce cas? On doit résoudre U au carré égale à quoi? Égale à expo de I θ. Et ici, θ c'est égal à pi sur 2. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on doit résoudre ici? Les racines énièmes d'un nombre complexe. Maintenant, pour résoudre les racines énièmes d'un nombre complexe, qu'est-ce qu'il faut faire? Les racines énièmes d'un nombre complexe, les solutions sont des complexes qui s'écrivent sous la forme UK, ici, égale racine énième de 1 à la puissance n, qui est le module de cet élément, exponentielle de θ sur n. Et ici, n égale à quoi? Égale à 2. Donc, pi sur 4 divisé par 2, ça donne pi sur 4. 2k pi sur 2. Et k appartient à quelle valeur? K prend quelle valeur? Ça, soit k égale à 0 ou bien soit k égale à 1. Maintenant, si k égale à 0, on remplace ici k par sa valeur. On aura racine énième de 1 égale à... Donc, racine énième de 1 égale à 1. Donc, là, on aura expo de I pi sur 4. Si k égale à 1, là, on aura expo de I 5 pi sur 4. Donc là, raison pour laquelle on dit déterminer l'ensemble des nombres complexes pour lesquels f est une rotation. Les nombres complexes sont U égale à expo de 4 pi sur 4 et expo de 5 pi sur 4. L'autre, la deuxième question, on demande de déterminer l'ensemble des nombres complexes pour lesquels f est une translation. Comme f est une translation, le a doit être égal à 1. Et ici, dans cette écriture, qu'est-ce qui représente a? C'est le u au carré. Maintenant, on résout u au carré égale à 1. U au carré égale à 1. Dans ce cas, ce n'est pas la peine d'utiliser les racines carrées d'un nombre complexe. Parce que u au carré égale à 1, c'est un nombre réel. Alors, u au carré égale à 1 équivaut à dire que u égale à 1 ou u égale à moins 1. Parce que racine carrée de 1 égale à 1, moins racine carrée de 1 égale à moins 1. Autre question. Troisième question maintenant, on demande de déterminer l'ensemble des complexes U pour lesquels f est une translation. Et si on a une translation, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est ça que je viens de faire. Oui. Est une translation. Maintenant, troisième question, on demande de montrer si f est une homothétie. Si f est une homothétie aussi, la A égale un nombre réel. D'accord? C'est un nombre réel qui est différent de 1. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on résout? U au carré égale à moins 2. Or, un carré n'est jamais négatif dans R. Mais là, on est dans C. Si on est dans C, l'ensemble des nombres complexes, le moins 1 sera remplacé par I au carré. Donc, on peut l'écrire moins 2 sous la forme racine de 2I au carré. Donc, les solutions seront U0 égale à racine de 2I ou U1 égale à quoi? Moins racine de 2I. Donc, on aura deux solutions qui sont des nombres complexes. Dernière question maintenant, on demande de caractériser f lorsque u égale 1 moins i. Pour caractériser f maintenant, c'est-à-dire une demande de déterminer à partir de u égale 1 moins u les éléments caractéristiques. Quels sont les éléments caractéristiques maintenant, chers élèves? Pour déterminer les éléments caractéristiques, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déterminer le centre, le rapport, d'accord? Le centre et le rapport. Si on a une homothétie, si c'est une rotation, qu'est-ce qu'il faut faire? Le centre et l'angle, θ. Si on a une similitude, le centre, l'angle et le rapport. Donc, on va déterminer U d'abord. Comment faire pour déterminer U? U égale 1 plus U. On peut l'écrire sous forme exponentielle, en factorisant ici par racine de 2. Donc là, c'est un nombre complexe qu'on connaît. Donc ça, c'est expo de moins pi sur 4. Pourquoi c'est expo de moins pi sur 4? Parce que là, on a racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2. Si on le transforme ici, ce nombre complexe-là, son cosinus, ça veut dire que c'est un nombre complexe dont le cosinus est positif, le sinus est négatif. Dans ce cas, c'est moins θ. On le place ici. Là, donc, l'angle égale à moins pi sur 4. Et le module, c'est racine de 2. Donc, comme U est racine de 2 expo de moins pi sur 4, on peut mettre U au carré. U au carré sera racine de 2 au carré, c'est 2. Et expo de moins pi au carré, ça donne moins pi sur 2.
Arrivé ici maintenant, on va remplacer U au carré par sa valeur dans cette écriture et U par sa valeur. Et à la fin, qu'est-ce qu'on aura? Cette écriture. Maintenant, arrivé à cette écriture, chers élèves, qu'est-ce qu'on doit dire? On a Z' égale à AZ plus B encore. Mais là, le A est un nombre complexe. C'est-à-dire le A est dans C privé de R. Comme le A est dans C privé de R, qu'est-ce qu'on doit calculer? Le module. Et on doit comparer le module à l'unité, à 1. Si le module est égal à 1, dans ce cas, on parle de rotation. Si le module est différent de 1, on parle d'une similitude directe. Et on va essayer de chercher les éléments caractéristiques d'une similitude directe. Arrivé ici maintenant, A appartient à C privé de R. Qu'est-ce qu'il nous reste à chercher? Le module. Or, le module de moins 2i égale à 2, qui est différent de 1. Dans ce cas, on peut dire que cette transformation est une similitude. D'accord? On a une similitude. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Les éléments caractéristiques d'une similitude. Et si les éléments caractéristiques d'une similitude, on doit définir d'abord le centre. Le centre, c'est l'unique point invariant. Son affixe, c'est ce qui est sous la forme oméga égale à B sur 1 moins A. Donc, on remplace le A par sa valeur. 1 moins 2i, ça donne 2i, 1 moins i. Arrivé ici, maintenant, on calcule cette expression. Et qu'est-ce qu'on va trouver? Oméga égale à moins 1 sur 5, moins 3 cinquièmes de i. Donc, après le centre, qu'est-ce qu'on doit chercher? Le rapport. Le rapport de la similitude, c'est le module de A. Donc, le module de A égale à 2. Qu'est-ce qui nous reste? L'angle. Et l'angle sera l'argument de A. Et vous savez que l'argument de moins 2i égale à moins plus sur 2. Donc, de ce fait que cette transformation qu'on nous demande de caractériser, c'est une similitude de centre oméga, d'affixe, moins 1 cinquième, moins 3 cinquième i, de rapport K égale 2 et d'angle θ égale moins pi sur 2. C'est bon, chers élèves? Donc, pour vous dire, pour comprendre les nombres complexes, les mathématiques ne sont pas trop difficiles. C'est pas l'impression que j'ai. Oui, la plupart des élèves, c'est ça qui leur pose problème. Pour apprendre il faut comprendre les mathématiques. Voilà, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut être mathématicien. Hein. Voilà. Il faut baser... Comment comprendre les mathématiques? Ça demande d'abord de la théorie, mais surtout peut-être de la pratique. Tout se joue là-bas. Voilà, il y a la théorie, en même temps la pratique. Beaucoup de pratique. Beaucoup de pratique. Mais la plupart des élèves, ce qui leur pose problème, ils ne sont pas habitués à faire beaucoup d'exercices chez eux. Il faut faire beaucoup d'exercices, il faut s'entraîner avec des exercices gradués et variés. Je pense que ça, c'est un message qu'ils doivent entendre les yeux dans les yeux. Oui, c'est ça que je dois dire aux élèves. Parce que c'est ça qui leur pose problème la plupart du temps. Ils ne maîtrisent pas le cours. Il y a certains qui parcoursent le cours. Or, en mathématiques, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit comprendre le cours. La quintessence des mots. Parce que c'est quelque chose qui est codé. Donc, il faut essayer de le décoder. Mais il ne faut pas, raison pour laquelle je vous ai donné ce cours-là. Ouais. Donc, pour comprendre l'homothétie, translation, rotation, tout ça, c'est des transformations du plan. Ouais. Donc, pour comprendre ces transformations du plan, maintenant, qu'est-ce qu'on va utiliser? Les nombres complexes. Ces nombres complexes, maintenant, pour le faire, c'est-à-dire, on calcule les images d'un point. Maintenant, pour calculer les images d'un point, il y a différentes façons de le faire. On peut faire l'image d'un point par une translation. On peut faire l'image d'un point par rapport à une rotation. Maintenant, on peut faire l'image d'un point par rapport à quoi? Une rotation en même temps suivie d'une translation. Merci, c'est gentil, c'est très gentil et aussi très, très généreux de votre part de partager ces moments. C'est vrai que pour nous, littéraires, ce n'est pas très, très évident. Mais bon, peut-être qu'avec le temps, avec ces cours, cette salle de classe que nous partageons avec les élèves, nous allons... Salle des profs, désolé. Peut-être avec cette salle des profs que nous partageons avec les élèves, les enseignants, les apprenants, si vous préférez, ça va nous aider, nous aussi, à améliorer notre niveau, que ce soit en français, que ce soit en mathématiques, que ce soit en géographie, pour revenir à M. Fall. Je pense que c'est important. Oui, c'est important. Merci beaucoup. Et la leçon que je viens de faire aujourd'hui s'adresse au niveau des terminales S.
mais pas terminal G. Pas G, pas les terminales G ne sont pas concernés. Ne sont pas concernés. D'accord, d'accord, d'accord. Donc c'est un cours qui est destiné au terminal S, tout court. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ndiaye. Merci, Monsieur Fall. Encore une fois, mille merci à Monsieur Seck. Merci d'être là pour les classes de CM2. Docteur Massamba, c'était tout pour aujourd'hui. Un peu de géographie, un peu de langue et pour finir, des mathématiques. Oui, mais c'est extrêmement lié. Aujourd'hui, un bon géographe, il est appelé aussi à utiliser des croquis, à faire des calculs. Et je pense qu'avoir de très bonnes bases en mathématiques pour les projets que le Sénégal a, c'est avoir une population de scientifiques extrêmement élevée. Aujourd'hui, nous avons le coronavirus. Les médecins sont à l'avant-garde. Je suis un littéraire, mais un littéraire qui pense qu'il nous faut énormément de scientifiques et de très bons littéraires. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le message que nous voulions faire passer. Amener un professeur, un excellent professeur de maths, mais surtout un passionné de maths. Amener un jeune professeur d'histoire et de géographie pour expliquer aux élèves que voilà, c'est ce qu'il faut apprendre, comprendre pour pouvoir se libérer du cahier et dire les choses. Donc dire merci à tous ceux qui nous appellent, tous les collègues, vraiment tous les collègues, et particulièrement rappeler que nous sommes dans une mission publique et que ce que nous faisons, c'est aussi pour contribuer à l'effort du ministère de l'Éducation nationale, à la prise en charge des élèves et rien d'autre. Nous travaillons pour vous, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Merci beaucoup. Il faut un tout, ou bien il faut d'un tout pour faire un monde. Exactement, et de mon livre aussi pour faire une bonne tête. Merci beaucoup, Docteur Massamba. C'était tout pour aujourd'hui dans la salle des professeurs. Nous sommes lundi. Nous allons peut-être encore choisir un nouveau livre qui va être pour nous le livre de la semaine. Bon, nous sommes chez les tout-petits. Nous avons choisi Alimatou. C'est un livre qui raconte la vie d'une petite fille. Sa vie n'est pas facile. Elle est l'aînée d'une famille. Elle a énormément de responsabilités sur les épaules. Il faut pas tout raconter, mais je vais donner... tu es trop généreuse. Non, du tout, du tout. Il y a un fait capital qui va chambouler sa vie. Sa vie n'est pas certes simple, mais bon, elle sera encore davantage très, très compliquée. Mais avec courage, abnégation et détermination, je pense, on verra qu'est-ce que ça va donner à la fin. En tout cas, merci beaucoup, chers apprenants. Relevez bien les notes, regardez bien les notes, essayez de revoir aussi les cours, c'est encore possible. Nous en avons pour 2 semaines, mais de temps en temps, en semaine, dégustez votre livre de la semaine. Encore merci, je pense que vous pouvez retrouver tout ce qui est énoncé avec M. Damsek ou bien avec les autres professeurs sur les différentes plateformes du groupe Futur Média, mais aussi sur IGFM, les corrections des cours. Mais il y a aussi possibilité d'échanger avec les professeurs qui sont sur le plateau, sur la page Facebook de votre émission, la salle des cours. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous le dis encore, ensemble, nous y arriverons. Merci à l'équipe technique, merci à tout le monde.